vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que de nouveaux récits, ça n'a pas beaucoup. c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Le nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Précis. C'était quoi ton enfance à la baie de Saint-Brieuc ? Les cofondateurs, Théo et Tanguy, c'est des amis d'enfance de Saint-Brieuc. En fait, on était tous, depuis le début, baignés dans l'environnement marin, parce qu'on a tous fait des sports nautiques. Donc ça nous a tous beaucoup touchés, en fait. Enfin, on se sent proche en fait, de cet Vous environnement. êtes rencontrés au centre nautique de Plérin, c'est ça ? Non, à la petite section, donc ça date un peu. D'accord. Non, on est vraiment très proches depuis très longtemps. Et puis il y a Maxime, le 4e cofondateur, qui vient pas de Saint-Brieuc, mais qui vient de Google, là où je bossais avant. Mais en fait, l'enfance à Saint-Brieuc, c'était avant tout beaucoup de nature, beaucoup de sport et une proximité en fait très forte avec l'environnement marin. Et après, les coquillages, pour être honnête, on les voyait pas, hein, on s'y intéressait pas du tout à cette époque. Hein. Sans vouloir court-circuiter le parcours, hein, mais le grand frère de Tanguy est ostréiculteur. Donc il y avait à la fois cette envie de se rapprocher de l'environnement marin, dans le monde professionnel en tout cas, dans ce qu'on faisait. Et puis il fallait une opportunité. Et l'opportunité, en fait, c'est Tanguy qui l'a découverte à travers le métier de son grand frère. D'accord. C'est quoi ? Vous êtes réunis autour de la table, vous avez dit nous on a envie d'entreprendre ensemble, on fait quoi ? On fait comment ? Ah bah tiens, moi j'ai mon frère, le ostréiculteur, il y a peut-être un truc à faire. Ostréiculteur. Non, en fait, malgré qu'on soit de Saint-Brieuc, en fait, on a eu tous des parcours très différents. Donc par exemple, Théo est parti aux Beaux-Arts. Tanguy est parti en achat et en finance. Moi, je suis parti en tech, où j'ai rencontré du coup Maxime, le 4e cofondateur. Ouais. Et en fait, moi, j'étais pas fan de mon job. Je trouvais pas, il y avait pas énormément de sens dans ce que je faisais. Du coup, j'ai commencé à chercher des idées d'entrepreneuriat. Et j'ai dit à Tanguy, ouais, Tanguy, il y a peut-être des trucs dans les algues. Et il me dit, je pense que tu te trompes, parce que je viens de voir mon grand frère. Et il se trouve qu'en fait, il recycle pas ses déchets coquillers. Il paye 160 € la tonne pour les faire enfouir avec les déchets non recyclables. Ouais. Et là, je me dis, il y a peut-être une idée à creuser. Donc, il a vraiment eu l'idée, Tanguy, de ce gisement. Ouais. Et là, on s'est dit, qui on a, qu'on connaît, qui est très fort dans l'univers des matériaux et aussi en créativité. Et du coup, on a connecté avec Théo, qu'on connaît très bien, c'est un ami d'enfance, et qui est touche à tout. Il est capable vraiment de décortiquer n'importe quel matériau pour comprendre sa chimie. Et on l'a branché avec les coquillages. Et du coup, il a dit, attendez, c'est du carbonate de calcium. Ça s'utilise massivement en fait dans les matériaux, notamment de construction ou d'aménagement. Et on a commencé à faire nos tests comme ça. Et Maxime, on l'a embarqué très vite dans le projet, puisque Maxime, il était un peu dans ce même état d'esprit. Il avait vraiment une volonté d'entrepreneuriat, et d'entrepreneuriat avec du sens, évidemment. Ouais. Et que faisaient les deux autres comme job ? Tanguy, il travaillait en fait il s'occupait d'une centrale d'achat pour des groupes hôteliers. Et Théo, il était responsable du laboratoire de fabrication aux Beaux-Arts de Rennes. D'où le fait qu'il était familier de ces sujets. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup, même avant Austria, passer au Fab Lab de là où Théo était, parce qu'il y avait tout le temps plein de nouvelles machines, plein de nouveaux matériaux en découverte. C'était un endroit très excitant. Okay. Il est âgé de formation ? Non. Non, pas du tout, il a un diplôme des Beaux-Arts, quoi. Ah ouais. Ah, c'est drôle. Je pense qu'on va parler un petit peu en long, en large et en travers de l'huître. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours questionné sur la coquille de l'huître pour une raison assez simple. C'est que je trouvais ce déchet absolument... En fait, c'est pas un déchet à la base. Oui. C'est un être vivant. On l'ouvre, on le bouffe et on le jette. Oui, après, les déchets, on a beaucoup d'êtres vivants qu'on considère comme des déchets à la fin. Bah oui, c'est pareil. Moi, j'étais un peu dégoûté, tu sais, quand j'étais petit par les moules, parce que je voyais mes parents en manger, il en restait plus à la fin qu'au début. Et donc, tu les jettes. Et quand tu as envie de faire une petite sortie romantique, tu vas au Bellon, tu prends tes huîtres, tu te fous dans la crique, tu les manges et tu les jettes dans l'eau. Et en fait, au pied... Dans l'eau, en fait, t'as plein de coquilles ouvertes, juste parce qu'après les avoir bouffées, on les jette. C'est dégueulasse. Donc, ce retour à la mer, je le voyais comme assez... Et je me suis toujours posé la question de savoir, effectivement, moi-même, il y a longtemps, quel était l'avenir de ces coquilles. Et c'est très drôle, la façon dont vous vous êtes un petit peu lancé dedans. En fait, le problème c'est un déchet, aujourd'hui, c'est considéré comme un déchet, mais le problème de ces coquilles, c'est qu'elles s'incinèrent pas. Elles n'ont pas de valeur calorique quand tu les brûles. C'est un peu semblable. Et donc, du coup, tu es obligé de les enfouir.
Ouais. Tu peux pas et ça se recycle peu aujourd'hui. Parce qu'en fait, le coquillage, que ce soit huître, moule, Saint-Jacques, ça se recycle depuis des siècles, mais avec peu de valeur ajoutée. Donc pour l'amendement des sols, pour l'élevage aussi. Mais ça s'est pas développé parce que l'innovation, elle n'était pas suffisante pour contrecarrer ce qui existait déjà comme produit peut-être un peu plus chimique et plus efficace. Donc la finalité, c'était en fait de les collecter et de les faire enfouir. D'accord. Ce qui est, nous, on va le découvrir un peu plus tard par la suite. Au début, on avait vraiment une notion de recyclage, de trouver une innovation à forte valeur ajoutée qui permettait de donner du sens au recyclage des coquillages. Mais on se rendait pas compte qu'en fait, le coquillage était aussi extrêmement technique, ce qui nous a permis de déposer d'ailleurs des brevets sur le matériau, parce que en fait, le coquillage, c'est extrêmement technique comme produit, comme matériau, comme coquille, et on est au tout début de l'innovation autour de ce biominéraux. Ouais. Biominéral, pardon. J'ai 2 questions. Enfin, une question et une remarque. La remarque, c'est effectivement que ces coquillages est composé de carbonate de calcium, c'est ça ? Et que ça capte le dioxyde de carbone. Oui, ouais. En fait, c'est un super allié contre le réchauffement climatique. Oui, bah oui. En fait, 44% de son poids à la coquille, c'est du CO2. Ouais. En fait, elle capte du CO2 pour créer en fait sa coquille. Donc forcément, c'est un peu comme le bois. Ça capte le carbone au cours de sa création et ça le stocke. Mieux que le bois d'ailleurs. Il y a des cultures d'huîtres. Bah oui, ouais. Et alors, est-ce que ça a des avantages vraiment liés à la captation du CO2 et est-ce que aujourd'hui on a interrogé ici Écoterie qui plante des arbres pour faire des puits carbone. Est-ce qu'on peut considérer finalement que l'élevage d'huîtres, c'est aussi d'une certaine manière des puits carbone et qu'il faudrait favoriser l'élevage d'huîtres. Comme ça, on a plein de captations de CO2. Après, on récupère toutes les huîtres et on donne tout ça à Austria pour faire les plus beaux intérieurs. Honnêtement, oui, ça fait vraiment partie d'une solution de captage de CO2. Ouais. Et pas que. Ça, je pense qu'on s'en rend pas assez compte encore, mais c'est aussi une matière, entre guillemets, qui est renouvelable. On peut consommer l'animal et derrière, on a un matériau qui nous permet de construire, de faire de l'infrastructure ou de faire du revêtement de sol, par exemple. Et ça, c'est renouvelable du moment qu'on a du CO2. Et ça empêche, en tout cas, il y a un vrai avantage, c'est que ça nous permet de pas trop extraire de matières primaires par rapport à faire de la pierre de synthèse, du granit, quoi que ce soit. Ça n'a pas forcément... parce que les carrières sont pas non plus finies, de quartz par exemple, mais ça a un intérêt peut-être faible aujourd'hui, ça sera forcément un intérêt grandissant dans le futur. Ouais. Cette capacité de se renouveler, une ressource qui se renouvelle pour construire. Mais est-ce qu'on est obligé de finir les carrières ? Non, le problème, c'est que ça coûte toujours plus cher de recycler un déchet que de taper dans des ressources primaires. Et ça, c'est vraiment un problème d'échelle, en fait. C'est d'où l'intérêt de lier économie et écologie, quoi. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas... Le client, aujourd'hui, il est prêt à acheter un produit plus environnemental au même prix et à la même qualité. Ouais. Mais il ne peut pas faire de contre... ou très peu. Pas suffisamment pour justifier un plan industriel. Évidemment. Donc, il faut trouver des systèmes autres. D'où les rôles des pouvoirs publics de favoriser peut-être par une TVA moins importante afin de baisser le prix avec des marchands qui jouent le jeu et qui n'augmentent pas en fait le prix initial, mais effectivement avec une TVA réduite pour favoriser l'acte d'achat des consommateurs, par exemple. Ça existe déjà, effectivement. La législation se durcit envers les matériaux. Il y a les fiches FDS qui apparaissent. Ouais. Il y a surtout la loi RE 2020 pour le secteur du bâtiment. Du bâtiment, ouais. Alors donc ça, c'est une très grande avancée et ça permet vraiment d'ouvrir des possibilités pour des nouveaux matériaux parce que les constructeurs sont obligés de s'y intéresser. Le problème, c'est que c'est pas suffisamment contraignant pour justifier une hausse, un écart de prix. Le constructeur va presque préférer prendre l'amende plutôt que de choisir des matériaux innovants parce que ces matériaux ne sont pas parfaits encore.